Qui nous dit la vérité? Qui nous ment? Qui nous manipule? Selon que l'on se situe dans un camp ou dans l'autre, la vérité en temps de guerre a tendance à être très fluctuante. Nous vous invitons à réfléchir à un danger biologique bien réel pour les Européens, a prévenu l'ambassadeur russe à l'ONU. Un tel danger peut résulter d'une propagation incontrôlée d'agents biologiques en provenance d'Ukraine qui, comme nous l'avons vu avec le Covid-19, est impossible à arrêter. Et dans un tel scénario, alors toute l'Europe serait touchée. En fait, on en vient à penser que la Russie prépare une autre horrible opération en utilisant un faux prétexte. Alors, qu'est-ce que vous allez utiliser contre l'Ukraine désormais? Des missiles de croisière, des lance-roquettes, l'artillerie lourde? Nous avons déjà expérimenté tout cela. Vous voulez utiliser des bombes au phosphore? C'est bien la Russie, et non l'Ukraine, qui a eu recours à des armes chimiques ces dernières années sur le sol européen. C'est également elle qui tente de couvrir, par la désinformation, les attaques chimiques du régime syrien. La France est très préoccupée par la possibilité que cette campagne de désinformation puisse être le prélude à l'utilisation d'une arme chimique ou biologique orchestrée par la Russie en Ukraine. Si nous n'arrêtons pas la Russie maintenant, ils pourront attaquer d'autres pays. Ukraine has biological research facilities. We are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. Et la guerre en Ukraine vient un peu plus confirmer cette réalité qui fait tomber le mythe selon lequel les grands médias sont neutres, fiables et objectifs. Au premier jour des combats, un pilote ukrainien fait la une des journaux du monde entier. Il aurait abattu, selon la presse occidentale, 6 aéronefs russes. La vidéo de ses exploits va faire le tour du monde. Le pilote devient le symbole de la résistance héroïque ukrainienne. Sur Twitter, l'ancien président Porochenko évoque son héroïsme. Il fait la fierté de l'Ukraine. En réalité, tout est faux. C'est une imposture. Ces images sont en réalité virtuelles. Elles proviennent du jeu Digital Combat, un jeu de simulateur de combat. Propagande. Souvenez-vous l'histoire de l'île aux serpents. Dans une vidéo reprise par des médias internationaux, postée le 24 février dernier, on y entend des gardes-frontières de l'île aux serpents située à une 50aine de kilomètres de l'Ukraine, acculés par un navire russe qui leur demande de se rendre. Le lendemain, le président Zelensky annonce que tous les gardes-frontières de l'île sont morts en héros. Ils ont préféré mourir que de se rendre. Il les fait héros d'Ukraine à titre posthume. Le type d'histoire que la presse adore. Et on va apprendre quelques jours après, par la défense russe, que 80 militaires ukrainiens de l'île aux serpents se sont volontairement rendus aux forces russes. Les Ukrainiens sont obligés de le reconnaître quelque temps après, en se réjouissant cette fois-ci de savoir que leurs frères sont vivants. La presse qui s'en était fait l'écho ne va pas en faire mention. Propagande. Cet homme qui a fait ses adieux à sa fille et à sa femme de façon aussi poignante aurait ému toute la planète. Il était présenté sur tous les médias du monde comme un Ukrainien rejoignant l'armée pour faire la guerre pour la patrie. En réalité, cet homme n'est pas ukrainien. Il est plutôt du Donbass, région russophone de l'est de l'Ukraine. Il s'agit de l'évacuation en février dernier de l'épouse du soldat qui combat plutôt pour le rattachement de sa région à la Russie. En fait, il est de l'autre camp. Du coup, l'émotion n'est plus la même. On n'en parle plus. Pour Vladimir Poutine, nous sommes des menteurs. Mais sur quoi ? 1999, le Kosovo. Nous avons parlé d'une intervention militaire sans autorisation du Conseil de sécurité en craignant, nous, un génocide sur les Albanais de la part des Serbes. Deuxième étape du mensonge, les États-Unis en Irak.
où ils sont évidemment souvent prompts, et combien de fois le ministre des Affaires étrangères russe de l'époque me l'a dit, vous n'avez rien fait pour juger pour des crimes de guerre monstrueux des centaines de milliers de morts, ni George Bush, ni Tony Blair. Troisième étape, la crise libyenne, où nous avons engagé une partie avec les Russes, puisqu'ils ont soutenu la révolution 1973. C'est l'immense sentiment d'injustice et la volonté de revanche et le ressentiment qui existent. Et quand on voit, on passe par pertes et profits, la résolution de l'Assemblée Générale où il y a 35 États, et parmi les 35 États, il y a un pays comme le Sénégal. Et c'est là où vient l'argument massu de Vladimir Poutine. C'est que non seulement il veut remettre en cause l'ordre européen, mais il veut remettre en cause la domination occidentale. Pendant qu'en Europe et aux États-Unis d'Amérique, les grandes chaînes de télévision qui arrosent la planète entière nous ont définitivement convaincus que Vladimir Poutine est le Hitler du XXIe siècle, le dictateur indécrottable qui menace la paix dans le monde et qui n'hésite pas à bombarder des maternités et menace même d'utiliser le nucléaire et des armes bactériologiques. Les médias, financés par la Russie de leur côté, nous dépeignent le diable américain et l'OTAN qui menace la paix dans le monde. L'OTAN qui installe des laboratoires bactériologiques à ses frontières. L'OTAN qui parle de paix, mais qui s'emploie systématiquement à l'encercler. L'OTAN qui a pris l'engagement en 1991 de ne pas s'étendre vers l'Est et qui a régulièrement violé ce pacte. L'OTAN qui a excité le président ukrainien dans sa dérive occidentale et qui a entraîné cette guerre inutile. Même son de cloche dans les médias chinois qui, sur ce coup, sur un ton moins va-t-en-guerre, choisissent l'axe Moscou-Pékin et mettent en garde les Américains qui ont multiplié des laboratoires bactériologiques particulièrement dangereux pour la santé des populations du monde. Les activités biomilitaires des États-Unis en Ukraine ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Sous des prétextes tels que la coopération pour réduire les risques de sécurité biologique et renforcer la santé publique mondiale, les États-Unis contrôlent 336 laboratoires dans 30 pays. Ça ne vous rappelle rien ? La rengaine de Donald Trump sérinée pendant le confinement mondial qui évoquait le virus chinois et ses laboratoires. Chacun son tour, n'est-ce pas? C'est presque comme dans une cour de récréation. En Chine et sur leurs médias internationaux, le coupable c'est l'Amérique et ses alliés européens. Selon les rapports, une grande quantité de virus dangereux est stockée dans ces installations. La Russie a découvert au cours de ses opérations militaires que les États-Unis utilisent ces installations pour mener des plans militaires. Selon les données publiées par les États-Unis, ils disposent de 26 laboratoires et autres installations en Ukraine, sur lesquels le ministère américain de la Défense exerce un contrôle absolu. Et nous, Africains inondés, arrosés par les médias des autres, nous, Africains, espace de conquête et de propagande de toutes ces grandes puissances qui nous arrosent de façon discontinue avec leurs médias. Qui devons-nous écouter? Comment connaître la vérité, la vraie? Pas seulement celle des médias qui arrosent notre aire géographique, puisque chacun a sa vérité avec ses éléments de preuve, ses reporters sur le terrain, ses spécialistes sur les plateaux. Une chose est certaine. À l'ère des réseaux sociaux, le public africain, depuis quelque temps, a appris à se méfier des flots d'informations qui l'inondent. Il est même du genre sceptique. Il faut dire que les mensonges d'un passé récent ont progressivement installé un climat de méfiance vis-à-vis des médias internationaux. Le temps où l'information diffusée par les journaux, les radios et télévisions du Nord était vérité évangélique est révolu. Au sud du Sahara, on a plutôt tendance à s'en méfier de plus en plus. Les grandes antennes d'antan, des anciennes puissances colonisatrices, sont considérées comme des outils de propagande, ni plus ni moins. On prend leurs informations avec des pincettes. Il faut dire que quelques exemples de manipulations récentes, si elles sont passées sans grand dommage dans l'opinion occidentale, ont laissé de sérieuses séquelles dans l'esprit de la jeunesse africaine. Notamment l'exemple de la guerre en Irak qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Deux témoignages dont la cruauté dépasse les limites de l'entendement. Les interviews que vous allez voir attestent des atrocités qui se sont déroulées au Koweït. The Iraqis said that they were in the resistance and they held their eyes open and put lit cigarettes into their eyes. My name is Nayira and I just came out of Kuwait.
While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. C'est pas les infirmières. Là, c'est la fille de l'ambassadeur de Washington. Oui. C'est un bon exemple des mensonges qui ont été distillés pendant toute cette période. Le massacre des bébés koweïtiens n'a jamais eu lieu. Mais à l'époque, tout le monde y croit. Neira, 15 ans, fausse infirmière mais vraie fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, a été coachée par la société de relations publiques Helen Knowlton. Sa mission, vendre la guerre aux Américains. Une campagne à plus de 10 millions de dollars. L'un des dirigeants de Helen Knowlton s'appelle Craig Fuller. Il n'est autre que l'ancien chef de cabinet de George Bush lorsqu'il était vice-président. Le chef d'État américain martèle le témoignage de Neira dans ses discours. Il n'est pas rare que la propagande serve à convaincre les gens de soutenir certaines décisions. Françaises, Français, mes chers compatriotes, sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. Au 12e jour de guerre, le 29 janvier 1991, le ministre de la Défense français présente sa démission à François Mitterrand. Là, je n'aime plus du tout François Mitterrand. Je lui dis, j'aimerais vous voir, Monsieur le Président. Et je lui dis, voilà, le moment est venu que nous nous séparions. La guerre de Golfe m'a éloigné moralement et psychologiquement de lui. Énorme, non? Et il s'agit tout de même des plus hautes personnalités de l'État qui se sont entendues pour embarquer la presse dans ce grossier mensonge. Il s'agit d'une manipulation dont les médias de la planète entière se sont fait l'écho. Il s'agit de faits graves qui ont entraîné la mort de milliers de personnes. Mais bien que les médias l'avaient su par après, qu'elles avaient été manipulées, qu'elles avaient servi à la propagande d'un camp, à créditer une thèse fausse, elles ne se sont pas particulièrement mobilisées pour le faire savoir. Aucune excuse, aucune démarche de correction. C'était la faute des autres. Nous, médias, on n'y est pour rien. Pareil pour les morts, les victimes irakiennes. Elles n'ont fait l'objet d'aucune enquête, d'aucun reportage. Les bombardements américains sur les civils, on n'en parle pas. C'est le blackout. Saddam Hussein était le diable et il a tué son peuple. Point. Voilà la vérité servie au plus grand nombre. Seulement, aucune rédaction parmi les milliers qui couvraient H24 ce conflit n'a pris sur lui de revenir et d'accorder le même temps et montrer les erreurs, les manipulations dont ils ont été victimes de la part des autorités américaines. Les États-Unis, bien prudents, conscients des risques, ne sont pas concernés par le tribunal pénal international, il faut le noter. Aucun risque donc qu'un de ses responsables s'y retrouve pour crime de guerre. Aucun danger qu'un responsable américain de ces massacres se retrouve comme le président Laurent Gbagbo à La Haye pendant des années. Après cela, comment convaincre le jeune Africain que tout ce qui se dit sur la guerre en Ukraine n'est pas que manipulation? Et le rejet des infos distillées par les médias du Nord s'est aggravé avec des exemples concrets sur le continent aussi. Des confrères du Nord qui, comme en Irak ou en Afghanistan, sans le vouloir, pour des raisons de sécurité ou de budget, ça dépend, sont embarqués par une armée qui leur fournit des informations qui les arrangent. Des embarqués qui, très souvent, inconsciemment, se font l'écho de la communication, j'allais dire de la propagande du camp qui les conduit sur le terrain. Souvenez-vous le battage sur la guerre en Libye. Puisqu'il y a un a priori sur les armées africaines, puisqu'on les considère trop pauvres et trop mal organisées pour mener la guerre, puisqu'elles n'ont pas de service de presse structuré avec un bon carnet d'adresses, elles n'existent quasiment pas. Tous les succès sur le terrain sont mis au crédit des armées européennes. À aucun moment, il ne vient à l'esprit de nos courageux reporters de guerre de se mettre aux côtés de ces armées sans moyen pour voir la bataille sur un autre prisme, dans un autre cadre. Bref, une autre réalité de la bataille qui peut être moins sexy, c'est vrai, mais qui constitue un autre narratif. Le défunt président Idriss Déby du Tchad s'en est souvent plaint. Et c'est aussi le grief que faisaient les responsables maliens que j'ai croisés le mois dernier à Bamako, qui affirmaient, à tort ou à raison, que nous, de la presse internationale en général,
nous ne rendions compte de la guerre du Sahel que du seul point de vue des forces européennes, celles qui nous embarquent et nous sécurisent. Tous et au plus haut niveau faisaient remarquer qu'ils n'avaient pas beaucoup vu de reporters se joindre à eux sur le terrain. Presque personne, selon eux, n'acceptait de se faire embarquer dans leur char ou dans leur véhicule. Toujours selon ces hauts officiers que j'ai rencontrés à Bamako, nous, presse du Nord, sommes plus sensibles aux affirmations des ONG financées par le Nord qu'aux responsables militaires. Réponse de quelques confrères, ils ne sont pas toujours prompts à répondre aux questions et aux sollicitations de la presse internationale. C'est vrai. Ils se murent dans leur silence et se plaignent ensuite lorsque les papiers sont diffusés. Le fait est très clair que tous les canaux d'information nous ont bloqués, notre agence de même que l'entreprise RTTV, ce qui suggère que l'Occident ne lutte pas avec la liberté d'expression ni même avec ses valeurs. La liberté d'expression ne marche pas. Il n'y a pas d'autre point de vue. Personne ne s'intéresse à une information alternative. Tout est concentré sur la russophobie. La fermeture de certains médias financés par la Russie ces dernières semaines, notamment RT France et Sputnik, ont conforté de nombreux Africains dans l'idée selon laquelle, en temps de guerre, on met un terme au sacro-saint concept de la liberté de presse et d'expression. Et on revient à la réelle politique qui veut qu'un média soit la voix de son maître. Pourquoi fermer ces antennes sinon parce qu'on veut faire taire une autre version de la guerre, celle moins arrangeante qui dissonne avec le consensus global adopté par les médias occidentaux. C'est l'heure du patriotisme. Une démarche qui risque, et c'est ce que redoute une bonne partie de la presse subsaharienne, d'entraîner des conséquences graves en Afrique où désormais on peut, sans explication, juste pour des questions de sécurité nationale en temps de guerre, fermer les médias les moins arrangeants. Couper le sifflet à ceux qui ne disent pas la vérité du ministre de l'administration territoriale ou de la défense ou de la sécurité. Comment donner la leçon puisqu'en Europe, nous avons franchi le pas supplémentaire dans le musellement d'une certaine presse? RT France et Sputnik, jusque-là, étaient acceptés malgré leur financement et procédaient du jeu de la liberté d'expression. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, ils ne soient plus acceptables, sinon le fait que l'on reconnaisse qu'ils sont des outils de propagande? Et les nôtres alors? C'est valable aussi en Russie, où certains médias ont été purement et simplement fermés. Pourquoi les Maliens, les Tchadiens, les Burkinabés, les Guinéens n'en feraient pas autant? Ils mènent une guerre contre des djihadistes particulièrement violents, barbares, et n'ont pas besoin de propagande qui démobilise l'opinion publique. C'est l'argument de plus en plus brandi par une partie de la rue malienne et par certaines de ces autorités qui mentionnent au passage la très timide réaction des ONG et associations de défense de la liberté de la presse d'Europe à la fermeture de RT Europe et de Sputnik. Et c'est sur cette explication qu'ils ont fermé 2 antennes internationales majeures au Mali, France 24 et RFI. Difficile de leur opposer un argument imparable dans ces circonstances puisque le précédent européen est encore frais dans les esprits. Un ministre malien, sous l'anonymat, me faisait remarquer que la France et l'Union européenne ne sont pas, qu'ils le sachent, en guerre contre la Russie. Eux, ils sont en guerre contre le terrorisme et tout élément susceptible de perturber leur combat, de retourner leur opinion nationale ou de fragiliser leurs troupes ne saurait être toléré. En réalité, si les Africains, notamment les jeunes, préfèrent désormais les réseaux sociaux pour se faire leur opinion, les conséquences de la guerre en Ukraine, qui inquiète le plus la presse du Sud, c'est cette fermeture des antennes qu'elle a suscitée. Elle crée un fâcheux précédent et remet en cause certains acquis. Mais plus que jamais, le grand public du Sud du Sahara a conscience qu'il lui faut ses propres médias, qu'il est urgent qu'il élabore et vulgarise son propre narratif. Il ne saurait regarder le monde par le seul prisme des autres, par le seul point de vue, la seule analyse, la seule couverture que proposent les grands médias internationaux. L'Afrique doit aussi construire son indépendance en racontant par elle-même l'histoire de la chasse. Les autres n'ont pas tort de proposer leur version, leur perception du monde, non. C'est humain et logique de chercher à imposer sa pensée, à la vulgariser. C'est la règle des choses. C'est de bonne guerre. Rien de reprochable de ce point de vue. Logique donc que cette triste aventure des Africains en Ukraine n'ait pas longtemps fait la une des médias occidentaux. Elle a certes bénéficié de quelques attentions, mais peu de temps. Quel intérêt pour eux de mettre ça en avant? Honnêtement,
Ça intéresse qui en priorité? Pas les Européens, c'est clair. Il faut arrêter avec cette affligeante naïveté dans laquelle nous nous complaisons en Afrique. Pendant plus d'1 an, le monde a vécu au rythme de la Covid-19. C'était la priorité des priorités. Tout s'est arrêté. Il n'était question que de cela, avec des bulletins quotidiens macabres des victimes. Nous aussi en Afrique, pour nous conformer, bien qu'on nous ait fermé les portes, que chacun se soit isolé, malgré le fait que cette Covid-19 n'ait pas fait plus de morts que d'autres pathologies auxquelles nous sommes permanemment confrontés, nous avons suivi, adoptant ou copiant toutes les recommandations. Confinement, vaccins et autres mesures barrières. Il fallait vivre au rythme imposé par les autres et entretenu H24 par leurs médias et leurs interminables spécialistes qui disaient tout et leur contraire en même temps. Et malgré le fait que la pandémie ne soit pas terminée, on a sonné en ce mois de mars la fin de cet épisode avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Désormais, c'est la priorité, l'actu. Et il faut venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Il faut cotiser pour les pauvres déplacés qui sont désormais sur tous les médias. Il faut condamner sans ambiguïté et d'une seule voix Vladimir Poutine, le nouveau Hitler. On assiste à la solidarité de l'Occident en même temps qu'à la diabolisation de Vladimir Poutine, qui au passage n'est pas plus fréquentable ou plus recommandable qu'un autre, il faut le dire clairement. Tout ceci a réussi à faire passer la guerre au Sahel et le départ des Français du Mali aux oubliettes. Tout ceci a réussi à faire passer aux oubliettes l'insécurité alimentaire, j'allais dire la famine qui menace une partie importante du Sahel. Tout ceci a réussi à faire oublier la transition au Burkina Faso. Pas de place pour parler de la Centrafrique où une rébellion continue de menacer le pouvoir en place. Pas de place non plus pour saluer des choses positives, des progrès qui se sont déroulés sur le continent, comme le lancement d'un TER au Sénégal. Et cela ne concerne pas que l'Afrique, rassurez-vous. Vous êtes venu en Guinée pour investir afin d'obtenir un meilleur rendement pour vos capitaux. Ces investissements devraient faire non pas au détriment de la Guinée, mais également à son profit. C'est cela la coopération gagnant-gagnant. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. La transformation de la bauxite en alumine ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières et produits rentrant dans la transformation doivent être produits sur place. C'est seulement à ce prix que nos ressources naturelles seront un levier de développement pour nos populations. Le respect des conventions de base reste pour nous non négociable. Encore une info qui sera passée à la trappe. Dans l'absolu, est-ce aux autres de nous parler des questions qui nous concernent? Sommes-nous obligés au sud du Sahara d'adopter les priorités des autres? Souvenez-vous de cette réalité. Si vous contrôlez la pensée d'un homme, vous n'avez pas à vous inquiéter de la façon dont il va agir. Vous le tenez. Lorsque vous parvenez à influencer son opinion, vous n'avez pas à vous inquiéter des choix qu'il va faire. C'est gagné. Lorsque vous parvenez à convaincre un homme qu'il est inférieur, vous n'avez pas à forcer pour qu'il se sente inférieur, qu'il se sente un sous-homme. Quand vous parvenez à faire croire à un homme qu'il est un banni, un exclu, vous n'avez pas besoin de l'envoyer derrière la porte. Il va y aller sans que vous ayez besoin de le lui demander. Et c'est cela la guerre du narratif que mènent les grandes puissances en consacrant des sommes colossales pour maintenir leurs médias à flot, afin de leur permettre d'arroser la planète entière de façon discontinue. C'est l'Afrique qui a tort d'être seulement une consommatrice, une éponge qui absorbe, qui se nourrit de la seule pensée des autres. L'histoire du monde, depuis la nuit des temps, est celle des conquêtes. Et ceux qui dominent sont ceux qui savent imposer leurs idées, leurs pensées, leurs visions. Aux Africains de prendre la main en ce moment où au nord on doute, on tergiverse et cherche un nouveau cap. C'est une réelle opportunité. Cela passe par une réelle stratégie et non par le ressentiment. Finissons-en avec cette émotion nègre qui très souvent se résume à des infructueuses invectives. L'autre est dans son rôle. À vous, jeunes, d'être dans le vôtre, de façon déterminée et structurée. De contraindre vos dirigeants à comprendre que les astres s'alignent et qu'ils doivent update leur logiciel s'ils veulent s'inscrire dans l'avenir et ne pas être balayés.
Le grand perdant de cette guerre en Ukraine, c'est assurément la presse internationale qui a laissé une fois de plus, ou de trop, une bonne partie de sa crédibilité déjà largement entamée dans les crises et les guerres précédentes. Mais cette crise, pour les Africains, notamment la jeunesse, doit être la naissance d'une nouvelle façon de se faire entendre. Une opportunité de construire son narratif. Il ne faut surtout pas gaspiller l'opportunité de cette crise. Arrêtons de nous aligner derrière tel ou tel leader occidental pour être nous-mêmes. Ils ne sont pas meilleurs, vous en êtes conscients. Il suffit de regarder l'état du monde. C'est à vous de construire le vôtre en vous débarrassant des vieux concepts et discours. Ils sont trop souvent obsolètes. L'environnement est propice puisqu'il n'est plus besoin de gros investissements pour toucher le plus grand nombre de personnes. Poutine, Biden, Macron, Boris Johnson travaillent pour leur peuple qui les ont choisis. C'est leur focus, leur job, leur préoccupation de chaque instant. Et ils le font avec passion. Ce n'est pas leur rôle de penser en même temps aux soucis d'un continent largement plus vaste, plus peuplé et potentiellement plus riche que leur modeste territoire. Cela a quelque chose d'humiliant de penser qu'au XXIe siècle, on continue au sud du Sahara d'espérer que c'est eux qui vont également y impulser le développement. Quelle ineptie! Ou on est des êtres humains à part entière et on se prend en charge, ou on est des sous-hommes et on se résigne à être ainsi traités. Et je crois que c'est inacceptable de penser, ne serait-ce qu'un dixième de seconde, la seconde option. Alors mettez un terme à cette incongruité. On utilisera les mêmes médias pour vous taper dessus, pour vous diviser, pour vous sanctionner, pour vous contrarier. Mais ça fait partie du jeu. Et désormais, vous connaissez mieux que nous, mieux que ceux de ma génération et celle de mes aînés, les règles du jeu. Je reviendrai, Inch'Allah, sur cette question des médias internationaux et leur financement dans une prochaine chronique. Elle illustrera de façon concrète leur rôle. Et c'est là même dans le divertissement, la culture, les rendez-vous que l'on y propose. C'est impressionnant, croyez-moi. Je vois déjà certains me taper dessus en me rappelant pour qui je travaille par ailleurs. Ceci est une autre histoire que je raconterai un jour peut-être. Je voudrais vous remercier pour votre soutien constant et votre fidélité à ma chaîne YouTube Alain Foka Officiel qui connaît un développement prodigieux. Pensez à liker si vous avez aimé cette chronique. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et cela me fait vraiment plaisir. Vous êtes déjà plus de 300 000 abonnés en moins de 15 mois. Par ailleurs, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, mon compte Twitter qui attend toujours sa certification, TikTok, Instagram, à Alain Foka 2005. Et méfiez-vous des faux comptes à mon nom qui continuent de circuler. Méfiez-vous également de certaines chroniques radio de quelques confrères que certains m'attribuent à tort, probablement à raison de l'intonation. Quelques-unes se sont multipliées ces dernières semaines et je suis assailli de réactions de toutes sortes. Je ne me permets pas de juger le travail des confrères qui procèdent aussi de la démarche du narratif africain. Rassurez-vous, je ne fais pas de chronique radio pour l'instant. Et mon seul espace d'expression audiovisuelle est celui-ci. Et je signe toujours mes chroniques. Merci à vous.